Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christian Parizeau, le chef économiste d'Aurel BGC. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, on vit des temps quand même compliqués, hein, et que cette instabilité sur les marchés, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, ce pétrole, encore une fois, on l'a largement évoqué hier, mais le pétrole qui était à 115 et qui monte à 140 dans la nuit. Maintenant, on est à 125 $ le baril, et puis on a cette administration américaine qui semble peut-être prête à décider sans ses alliés européens. Et oui, c'est là où c'est une incertitude d'un embargo sur les exportations de pétrole russe. Est-ce que là, on rentre dans une nouvelle ère? Est-ce que déjà ça, c'est pricé par les marchés à 125 $ le baril? Est-ce qu'on price? Pour les Américains, c'est seulement 8% de leurs importations de pétrole. Qu'est-ce qui se passe? Les Américains, ils vont sans nous en termes d'embargo sur le pétrole russe. Ah bah l'impact est quand même assez violent. Alors pas pricé aujourd'hui. Qu'est-ce qui est pricé à 125 $? C'est impossible de savoir aujourd'hui ce qui est vraiment intégré, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on est sur des réactions de court terme forcément, et puis en plus vous avez clairement un pari haussier sur le pétrole aujourd'hui, vu la situation que l'on a, les incertitudes, le pétrole ne peut que monter. Alors qu'est-ce qui est intégré ou pas, ça c'est difficile aujourd'hui d'intégrer, de le savoir, mais par contre l'impact aujourd'hui d'un embargo sur le pétrole russe, c'est un impact énorme. Alors, on va dire embargo américain. Américain, voilà. Mais pour moi, si c'est américain, c'est pas loin d'être européen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est que vous allez avoir aucun transporteur de pétrole, aucun acheteur européen qui va prendre le risque de mettre dans ses cuves du pétrole russe s'il y a un embargo américain, parce que vous avez un risque de sanctions derrière. Ouais, c'est de l'extraterritorialité du droit américain. Voilà, donc globalement, ça reviendrait finalement à un embargo assez généralisé. D'ailleurs, vous le voyez à l'heure actuelle, le prix du pétrole russe est largement inférieur au prix du Brent ou du WTI. Il y a une décote de 20 $. Voilà, ça fluctue pas mal, mais ça vous montre qu'aujourd'hui, les gens hésitent à acheter ce pétrole russe, parce qu'aujourd'hui, très clairement, on a des craintes. Je vous prends juste un exemple. Vous chargez en Russie, votre navire part, et puis là, vous apprenez qu'il y a une sanction et que vous ne pouvez plus décharger votre pétrole. Et donc, vous faites quoi de votre pétrolier qui est en pleine mer? Donc, c'est un risque que ne veulent pas prendre aujourd'hui les acteurs. Donc, globalement, moi, je pense qu'à très court terme, là, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui a été mis en place, mais surtout avec la réaction des entreprises, c'est ça le plus important. On réagit toujours au-delà des sanctions. On a une réaction aujourd'hui, vous allez avoir des exportateurs qui ont, vous avez vu, la Russie a dit, vous pouvez payer vos fournisseurs étrangers en roubles. Ouais. Ça sera, on vous ouvrirez un compte auprès de la Banque centrale russe, vous paierez sur ce compte-là, et puis vous, étrangers, vous avez un compte auprès de la Banque centrale russe et vous ne pouvez pas rapatrier les roubles. Et donc, ça veut dire que moi, je suis exportateur, j'arrête toute livraison à la Russie. Donc aujourd'hui, on est sur un impact majeur sur les exportations. Alors la Russie fait ça parce qu'ils ne veulent pas que leur groupe se déclare en cessation de paiement, fasse faillite juridiquement. C'est-à-dire que si vous ne payez pas votre fournisseur, vous êtes sur un défaut de paiement. Or, ils diront, nos entreprises payent. Elles payent en roubles, mais elles payent bien. Donc juridiquement, avec une devise qui a perdu 40% de sa valeur. Mais juridiquement, elles ne sont pas en défaut de paiement. Donc ça, c'est très important, mais c'est purement légal. Mais vous êtes exportateur, vous avez quelque chose à exporter vers la Russie, vous arrêtez toutes vos exportations. Le seul paramètre à regarder aujourd'hui, c'est le pétrole. Le driver des marchés, c'est le pétrole aujourd'hui. À court terme, c'est le driver parce qu'on sait que du pétrole, on a tous les impacts de court terme. Ouais, mais par contre, inflation, impact sur les économies occidentales. Et puis, ça vous montre aussi l'impact des sanctions sur la Russie. Et derrière, si ça doit faire flancher l'économie russe, c'est quand même un élément important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu schizophrénique. C'est-à-dire, d'un côté, on sanctionne la Russie, mais de l'autre, on paye beaucoup plus cher le pétrole produit en Russie. Donc, il y a un moment donné, c'est pour ça qu'on parle d'embargo, parce qu'il faut vraiment sanctionner l'économie russe. Imaginons, les Américains vont sur cet embargo sur le pétrole russe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout dépendra derrière de la résilience de l'économie russe. Parce que moi, j'ai le sentiment que ça, c'est quand même une arme forte. Bon, les Américains... Mais sur le pétrole, qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? Sur le pétrole, sur le cours du pétrole. On peut aller très rapidement à 150 $, mais je ne pourrais pas vous le faire comme ça. Voilà. On est sur quelque chose qui va s'envoler à très court terme, sur réaction. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est, on va dire, les premières semaines. Mais derrière... Je vous coupe, on a eu un sell-off derrière sur les marchés actions. Quand on a eu cette nuit à 140 $, passer de 110 à 140, c'est d'une rare violence. On a eu un sell-off sur les marchés actions avec des marchés qui étaient moins 5. Oui, mais derrière, pourquoi? Parce que derrière, le gros problème, c'est que vous vous dites, si on va si vite à 150 $, on va détruire la demande. C'est-à-dire que, clairement... La demande de pétrole. La demande de pétrole. Clairement, vous avez pu prendre un billet d'avion avec peut-être un pétrole à 150 $. Ça va quand même un petit peu augmenter le coût de vos vacances. Ça va jouer forcément sur les déplacements des gens. Alors, les gens les plus touchés, ils ne vont pas prendre leur véhicule. Donc, ça aura un impact très fort sur la demande. Alors, après, je ne vais pas vous quantifier ça parce que c'est très compliqué à estimer aujourd'hui. Mais du coup, le marché va monter à 150 et va se dire, bon, maintenant,
comment on va se rééquilibrer, comment l'offre et la demande va se rééquilibrer. Les gens vont moins consommer d'essence. Et donc, comme on va anticiper quand même une baisse de la demande, il y a un moment donné, ça va se détendre un petit peu. Donc, le gros problème du marché du pétrole aujourd'hui, c'est qu'on est dans le flou complet. Parce qu'on était sur des cours du pétrole qui avaient monté avec l'idée qu'on était sur une demande d'avant Covid, alors que le trafic aérien n'avait pas repris, n'était pas revenu à la normale. Ouais. Donc on se disait, on avait déjà intégré une sorte de prime, qui était une prime de demande, qui était le fait que la demande allait être vraiment très forte dans les prochains mois. Là, on est en train de dire, ah bon, bah, du côté de l'offre, il y a un choc, donc on est en train d'intégrer, mais on ne sait pas finalement où va la demande. Oui, et c'est là aujourd'hui, c'est ça qui peut naturellement agir. Mais Christian, au niveau de l'offre, quand on perd les 3-4 millions de barils le jour que la Russie exporte, comment on les remplace? On en parlait hier avec un autre expert qui disait, mais l'Arabie Saoudite, c'est 1 million. C'est que par la destruction de demande. L'Iran éventuellement, s'il y a un accord qui est signé avec l'AIEA, potentiellement 1 million de barils le jour, mais quand le compte n'y est pas. Quoi. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, là, au niveau et le prix du pétrole, on est en train de détruire de la demande. Et puis, il y a un petit élément qu'on ne mesure pas aujourd'hui, mais qui va forcément jouer, c'est qu'on raisonne que pétrole. Mais je vous prends un exemple, vous êtes dans le secteur du bâtiment, vous voyez déjà que vous allez avoir des problèmes de fourniture d'acier, des problèmes de fourniture de matériaux de construction. C'est vrai qu'on ne parle que du pétrole, voilà, mais il y a tous les métaux, tout est en train d'exploser. Voilà. Donc derrière, quelle est votre réaction en tant que chef d'entreprise? Vous allez dire, j'arrête mes chantiers ou je ne serai pas livré. Alors le pire, c'est que vous avez une pénurie. On était déjà en situation de pénurie avant cette crise, donc vous vous doutez bien que ça va accentuer. Donc ça va avoir un impact très fort sur, déjà, je ne vais pas faire de nouveaux chantiers aujourd'hui. Je n'ai pas de visibilité sur mes coûts. Comment voulez-vous que je m'engage sur un devis à 3 mois ou à 1 mois, sachant que, donc ça va forcément avoir un impact. Donc retombée économique évidente, même si difficile pour le coup. Après, tout dépendra de la longueur de cette crise, mais on va dire qu'à très court terme, on peut être que négatif sur l'impact économique. Et ce risque de récession, on en est encore loin ou c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser Si, on peut, mais c'est très difficile d'y voir clair. Parce que déjà, d'une part… Le gouvernement dit 4%, on est encore trop tôt pour revoir cette prévision de croissance. Bien sûr, parce que déjà, sur l'optique, ça c'est un effet d'optique, on part de ce qu'on appelle un acquis de croissance. C'est-à-dire qu'on part d'un rythme de croissance qui était très élevé, on part d'un niveau très élevé. Donc quand vous faites la moyenne sur l'année, même si vous avez votre PIB qui tombe, sur la moyenne sur l'année, vous avez le début d'année, le premier trimestre qui va être très bon, entre guillemets. Donc vous avez sur quelque chose… En plus, vous étiez sur un rebond de l'économie qui était un peu technique. C'est-à-dire que c'était la fin de l'effet Covid, on réouvre les magasins. Donc votre magasin qui était fermé, qui réouvre, ça fait 100% de chiffre d'affaires en plus. Donc ça ne dit rien sur l'avenir par contre, ça ne dit rien sur la dynamique. Donc on va voir mon premier trimestre et puis derrière on va voir les impacts de cette crise. Et après, moi c'est vrai que c'est un peu la boule de cristal parce que moi j'ai le sentiment que là les Européens ont frappé fort. Mais c'est un peu normal, il faut frapper fort peut-être pour que justement cette crise soit la plus courte possible. Soit on faisait des sanctions à la Russie très modérées, et M. Poutine s'adaptait, et puis dans 2-3 ans, il envahissait un nouveau pays derrière. Soit on met à genoux véritablement, on a une volonté de mettre à genoux l'économie russe, on lui montre qu'on peut vraiment casser l'économie russe, mais ça nous coûte très cher. Mais l'avantage, c'est que si on fait ça et que ça ne dure pas trop longtemps, on aura un impact, je dirais, plus limité sur l'économie. Le pire, c'est qu'on reste sur des sanctions durables et très fortes. Et là, par contre, on aura des impacts économiques pour la Russie, mais aussi pour nous. La question, c'est qu'est-ce qui peut arrêter aujourd'hui Vladimir Poutine? Qu'est-ce qui peut le faire reculer? Ça, personne ne sait. Après, c'est sa population, c'est les gens qui sont autour de lui, qui perdent beaucoup économiquement. Mais c'est vrai que c'est un jeu compliqué. Mais encore une fois, on ne veut pas faire une guerre avec les chars, mais on veut faire une guerre avec les armes économique. Qui dit guerre avec les armes économiques, il y a forcément un coût pour les deux pays. Donc pour les deux zones, pour tous les pays. Alors il se trouve en plus, manque de chance, c'est que c'est pas… alors pourquoi je dis manque de chance? Parce que c'est pas un choc symétrique. C'est-à-dire qu'on voit très clairement qu'il y a une zone qui souffre plus que les autres, c'est l'Europe. Et au sein de l'Europe, c'est pas non plus égalitaire. L'Italie et l'Allemagne vont beaucoup plus souffrir que la France. Donc on est sur quelque chose qui rend la position assez instable pour l'Europe, c'est que c'est pas partagé par tout le monde. Il a rappelé hier, Olaf Scholz, que les importations d'énergie russes, on comprenait que c'était le gaz, étaient évidemment essentielles à l'Europe. Donc l'embargo sur le gaz russe en Europe, on a compris que ça n'arrivera pas a priori. Sur le gaz, on ne peut pas. Je vois pas, franchement, ça arrête. Ou alors, encore une fois, il faut accepter en Europe qu'on dise on arrête 2 heures par jour la production de tout ce qui est industrie très consommateur d'énergie. Ouais. On vous demande de plus chauffer chez vous. Enfin, voilà, c'est des conséquences comme ça qu'on parle là. On parle vraiment de conséquences de réduction drastique de la demande. Qui fait que ça n'arrivera pas. Et ça sur le Sauf gaz. Si Vladimir Poutine coupe de lui-même. Oui, voilà. Après. C'est toute la question, mais en tout cas, l'Europe d'elle-même, elle ne peut pas se passer du gaz. Le pétrole,
Ça va être chaud, ça va être dur, mais le gaz, c'est impossible. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays de l'Est qui dépendent à 100% du gaz russe. Donc eux, ils ne peuvent pas se passer complètement de l'approvisionnement russe. Aujourd'hui, Christian, ce qui tétanise les marchés, c'est quoi? C'est l'idée de l'escalade, des sanctions, des contre-sanctions et les perspectives d'un conflit qui s'enlise. C'est ça aujourd'hui qui… Ce qui pénalise surtout, c'est qu'on n'a aucune visibilité. C'est-à-dire que je pourrais revenir dans une semaine et vous dire le contraire s'il y a un accord diplomatique, si on lève certaines sanctions. Voilà, bon, j'y crois pas beaucoup, hein, c'est pas bon, mais aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur, d'une part, visibilité sur cette crise. On est encore en guerre, donc on peut avoir encore une montée des tensions. D'autre part, sur la réaction des entreprises face à cette crise. Parce que le vrai problème entre nous, c'est pas les entreprises exposées à la Russie. Bon, il y en a quelques-unes, ouais. Ça va leur faire des pertes de chiffre d'affaires, peut-être des dépréciations d'actifs, mais on va dire que ce n'est pas non plus la catastrophe. On a vécu tellement de choses ces derniers mois que ce n'est pas le plus grave. C'est que derrière, des chefs d'entreprise dans le bâtiment disent j'arrête, je gèle mes recrutements, que des industriels qui avaient envie d'investir disent là, il y a quand même peut-être potentiellement un choc sur la demande, donc j'arrête d'investir dans mon outil de production. Je vous prends un exemple tout bête. On a assez entendu parler d'un problème de véhicules, de voitures. On ne produisait pas assez de voitures. Ouais. Bon, là, je vais vous dire, le ménage français qui voulait acheter une voiture neuve, qui voit son plein d'essence exploser, il va se dire, première chose, je coupe toutes mes dépenses qui ne sont pas obligées. Donc, je ne vais pas acheter des véhicules, je ne vais pas acheter une voiture neuve. Donc, tout le côté, j'ai un carnet de commandes, j'ai une belle visibilité sur les ventes automobiles sur cette année, ça a un peu remis un peu de côté, entre parenthèses, en se disant c'est pas sûr que le consommateur se comporte de la même façon dans les prochains mois. Donc on est quand même sur une vraie manque de visibilité, ce qui explique aussi les mouvements de yo-yo de la bourse, parce que derrière on a du mal à estimer les vrais coûts. Yo-yo à la baisse quand même. Hein. Alors yo-yo à la baisse, je suis d'accord, mais quand on voit des séances où on commence à -5, qu'on revient en courte séance positive et puis qu'on rechute, on voit qu'on a un vrai problème d'estimation de la valeur de ces entreprises cotées. Qu'est-ce que vous répondez, Christian, à ceux qui disent attendez, 20% de baisse depuis le point haut du 5 janvier, c'est un super point d'entrée pour investir sur le CAC 40, c'est une opportunité. Qu'est-ce qu'on répond? Alors moi je vais répondre, attention à une chose, parce que vous avez tous en tête l'effet Covid. L'effet Covid, c'est chute très violente. 40%. Voilà. Pas 20, 40. Oui, on a eu. Voilà. Mais on pouvait se dire, à un moment donné, on est reparti parce qu'on a eu finalement le quoi qu'il en coûte et on a eu la BCE qui a été à la manœuvre, qui nous ont sauvés. Là, c'est une situation très différente. Et je trouve qu'on ne prend pas assez ça en compte. Parce qu'il y a une pression qu'on n'a pas vue, c'est l'euro. Pour moi, la dépréciation de l'euro, la dépréciation de l'euro est vraiment très gênante pour la BCE. Alors pourquoi? D'une part, parce que si l'euro baisse, ça accentue le choc énergétique. Ça, c'est l'impact économique. Mais surtout, ça montre bien que les marchés commencent à se prendre en compte que d'un côté, vous avez l'économie américaine qui est en risque de surchauffe, parce qu'aux États-Unis, le scénario, ce n'est pas un scénario de stagflation, ce n'est pas un scénario de ralentissement, c'est un scénario de boucle prix-salaire. Donc c'est un scénario de surchauffe. C'est-à-dire qu'on va avoir un choc inflationniste qui va inciter les ménages américains à demander des hausses de salaire, et les ménages américains vont continuer à consommer. Donc on est sur une économie très dynamique. Donc une banque centrale américaine qui va durcir sa politique monétaire. C'est pas du tout le même environnement. Alors qu'en Europe, on se dit que quand même les salaires ne vont pas exploser en France dans les prochains mois, qu'on a un impact sur l'activité européenne, et puis derrière que ce choc inflationniste va plutôt peser sur la croissance. Donc la BCE pourrait dire, on fait comme lors de la crise du Covid, quoi qu'il en coûte, moi BCE, je vais financer tous les déficits publics, toutes les émissions de dette que vont faire les États, je vais les financer. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui vous avez une banque centrale américaine qui monte ses taux, qui va réduire la taille de son bilan, donc qui va réduire le nombre de dollars en circulation. Et de l'autre, vous avez une BCE qui va dire je vais financer les dépenses publiques, donc je vais accroître la monnaie en circulation avec une inflation forte, mais c'est surtout qu'elle va augmenter ses injections de liquidités pour aider l'Europe, mais toute seule. Et ça, c'est la grosse différence. Parce que quand vous aviez le Covid, tout le monde faisait la même chose. Ouais. Et donc, finalement, l'échange se stabilisait. Donc pression baissière très forte sur l'euro. Tant sur les perspectives économiques que sur la politique monétaire. Donc pour vous, jouer le rebond aujourd'hui des marchés actions, non, parce qu'à ce moment-là, non, c'est pas une bonne idée, parce que pour les investisseurs étrangers, vous investissez sur les actions françaises, mais vous avez un risque de chute de l'euro. Donc vous retirez votre argent des actions françaises. Donc le gros risque aujourd'hui, c'est que tant que l'euro ne s'est pas stabilisé, tant que le marché n'est pas sûr que la BCE ne va pas faire beaucoup plus et qu'on n'est pas sur un vrai décalage, une désynchronisation des cycles économiques, vous avez une vraie pression sur l'euro. Et ça veut dire que c'est des capitaux qui vont sortir de la zone euro. Et ça, c'est pas bon du tout pour la bourse. Après, historiquement, j'ai lu et certains experts disent que souvent les crises géopolitiques, c'est souvent source d'opportunités de marché.
Oui, mais attention, d'une part, attention, a posteriori, mais alors bien sûr, si on règle le problème dans 6 mois, dans 3 mois et que les impacts économiques sont limités, ok, mais là on n'a pas de visibilité là-dessus. Et puis attention, parce que si c'est un vrai scénario de stagflation qui se met en place en Europe, alors stagflation c'est peut-être un peu fort, mais enfin de fort ralentissement de l'économie européenne avec des tensions inflationnistes persistantes, encore une fois, vous n'avez plus le rôle protecteur de la BCE autant que elle le fera, naturellement, elle ne va pas non plus monter les taux. Donc elle va rester accommodante, mais elle ne peut pas faire comme avec la crise du Covid. On a compris qu'elle voilà, elle ne va pas pouvoir tout faire. Et derrière, vous avez un vrai risque de résultats, de dégradation des résultats des entreprises européennes. Donc on n'est pas du tout sur un rebond, à mon avis, automatique. Surtout que le niveau de valorisation de la bourse n'est pas non plus très bon marché parce qu'on est dans un environnement de taux très bas. Et donc on a encore une valorisation très élevée. Donc comme vous écoutez en creux, Christian, la crise, encore une fois, la correction boursière n'est pas encore terminée. Et non ? Oui, je suis d'accord. Oui, non, on peut encore bouger. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le côté rebond automatique, scénario en V, attention de ne pas confondre, ne pas plaquer trop les historiques. Parce qu'encore une fois, on est sur une double crise. On sort à peine du Covid qu'on a cette crise. Je vous rappelle en plus que la crise du Covid n'est pas finie. Hein. Vous avez vu les statistiques de contamination en Chine et on pourrait avoir encore la Chine qui bloque en partie son économie. Donc attention à ne pas être trop optimiste et à ne pas jouer les rebonds techniques toujours après. Parce que d'une part, l'histoire ne se produit jamais à l'identique et on est dans une situation véritablement très différente du Covid et on sort en plus après une longue période où on a eu déjà des éléments de déstabilisation et on a beaucoup moins de marge d'intervention aujourd'hui, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des banques centrales. Donc attention à ne pas jouer trop rapidement le rebond, à mon avis. Bon voilà, merci beaucoup. Explication. Signé Christian Parizeau, chef économiste de REL BGC, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.